Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes, les couples pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Chaque semaine, je vous propose des informations et des conseils à travers de témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cet épisode afin de vous partager des conseils pour vos essais bébés, que vous soyez en parcours de PMA, procréation médicalement assistée ou pas. Souvent, lors de mes accompagnements, on me pose la question « Lisa, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma fertilité et me sentir mieux pendant mes essais bébés ?» C'est pour cela que j'ai décidé de vous enregistrer cet épisode aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais vous donner quelques conseils concernant l'amélioration de votre fertilité et ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour vous sentir mieux pendant vos essais bébés. Donc pour commencer, mon premier conseil, c'est d'agir sur l'alimentation. En effet, une alimentation équilibrée va permettre d'augmenter les chances de concevoir. Et on peut conseiller la diète méditerranéenne pour soutenir sa fertilité. C'est une diète qui est recommandée pour l'amélioration de nombreuses pathologies cardiovasculaires, etc. Et qui est totalement applicable aussi lorsqu'on veut concevoir. Donc, un des premiers principes de la diète méditerranéenne, donc c'est pas un régime, c'est une façon de consommer, de s'alimenter. On va chercher à consommer plutôt des aliments qui sont d'origine végétale, comme les céréales, les légumes, les légumineuses et les fruits. On va limiter la consommation d'aliments d'origine animale. Effectivement, on n'est pas conseillé de manger forcément de la viande tous les jours de la semaine, encore moins de la viande rouge, plutôt 1 à 2 fois par semaine dans les recommandations. Donc on va plutôt limiter. Ensuite, on va essayer de consommer des aliments variés, d'accord ? Et si possible, plutôt des aliments locaux et de saison, d'accord ? On peut consommer donc des produits en respectant le cycle saisonnier, c'est toujours préférable, c'est-à-dire de manger des fraises quand c'est la période des fraises et des courgettes quand c'est la période des courgettes. Alors pour ça, un petit outil que vous pouvez adapter selon évidemment là où vous vivez. Il y a des tableaux qu'on retrouve sur internet où on nous dit de janvier à décembre quels sont les fruits et les légumes de saison. Donc c'est intéressant. Moi je sais que je l'avais imprimé, je l'avais collé sur mon frigo par exemple, comme ça ça me permet de voir au fur et à mesure de l'année, lorsque je vais faire mes courses, ce que il est préférable que j'achète à ce moment-là de l'année. Aussi, on conseille dans la diète méditerranéenne de limiter la consommation de produits sucrés. Donc si on consomme des fruits, on aura déjà un apport en sucre qui est suffisant. Et également, on va conseiller de cuisiner avec de l'huile d'olive et pour rehausser le goût des aliments, au lieu d'utiliser du sel, on va plutôt utiliser des herbes, des épices, de l'oignon et de l'ail. D'accord ? Évidemment, par exemple, quand je dis de cuisiner avec l'huile d'olive, il faut rester sur des quantités qui sont raisonnables aussi. Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer le beurre avec des grandes quantités d'huile d'olive non plus. Ensuite, il est conseillé de consommer des aliments que vous cuisinez vous-même en fait, et non pas des plats tout préparés, industriels. Alors bien évidemment, j'ai conscience que parfois on a des modes de vie qui sont
pas facile finalement et c'est un peu la course et qu'on n'a pas toujours le temps de se préparer à manger. Après, comme je dis toujours, on peut s'organiser, faire du batch cooking, voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour vous aider à changer vos habitudes alimentaires et mieux consommer. On peut aussi s'intéresser à la consommation de café, donc qui, selon certaines études, augmenterait le temps de conception. Donc là, on peut diminuer la consommation à 2 tasses de café par jour ou carrément le supprimer en remplaçant par du décaféiné par exemple. Petite parenthèse, parce qu'on m'a posé la question, le décaféiné, bah, c'est une bonne option effectivement, sachant qu'il y a un pourcentage minime hein, de café qui reste hein, dans le décaféiné, donc évidemment c'est une super option dans la mesure où on ne va pas en boire 15 à 20 tasses par jour. Voilà. Mais de toute façon, ça restera toujours plus intéressant que le café pur. Aussi, une autre chose, c'est la consommation d'alcool. Alors, c'est vrai que la consommation excessive d'alcool diminue les chances de grossesse. Donc, si vous buvez un verre de vin ou autre, c'est pas par-ci par-là, de manière modérée, ça ne pose pas de problème. Évidemment, on évite de consommer de l'alcool pendant les protocoles et évidemment la grossesse derrière. Mais voilà, ne culpabilisez pas si vous avez bu un peu d'alcool les mois précédant vos essais bébés. C'est pas dramatique, d'accord? Donc, il faut savoir que bah, si vous avez eu des habitudes où vous consommiez un peu, beaucoup, trop d'alcool, c'est un effet qui est réversible, d'accord? Donc, quand on arrête de boire de l'alcool, on va améliorer tous les paramètres. Voilà, donc c'est des petites habitudes que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à soutenir votre fertilité. Vraiment, il ne s'agit pas de vous lancer dans un régime draconien, mais d'améliorer votre alimentation parce qu'il faut quand même penser que c'est une partie importante de notre quotidien avec en général 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. D'accord? Donc, et c'est vrai que en suivant cette diète méditerranéenne et en respectant des doses, des quantités qui sont proportionnelles à vos besoins et une activité physique, ça peut être intéressant aussi si voilà, vous devez envisager une perte de poids. D'accord? Alors évidemment, il faut toujours partir du concept que la consommation en calories doit être inférieure à celle nécessaire pour en générer une perte de poids ou alors d'avoir une activité physique. Mais en tout cas, ça peut aussi être une piste si vous avez ce besoin de perdre du poids. Parfois, il y a certains gynécologues qui demandent à leurs patientes de perdre un peu de poids, patientes et patients. Donc voilà, ça peut être une bonne base de départ en tout cas. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention au sommeil. Les recommandations sont de dormir au moins 8 heures par nuit pour que votre corps puisse récupérer et que le renouvellement cellulaire puisse se faire correctement. Parce qu'il faut savoir que chez l'homme, donc ça peut impacter la qualité des spermatozoïdes. Chez la femme, il faut savoir que la mélatonine possède naturellement des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Et donc, elle va permettre d'améliorer en fait la qualité des follicules ovariens contre les dommages qui sont causés en fait par l'oxydation, par les radicaux libres. Si on dort bien, on a une bonne production de mélatonine, donc d'où l'importance du sommeil. Il faut savoir que de faibles niveaux de mélatonine et de prolactine, donc qui sont les hormones qui agissent la nuit, peuvent potentiellement supprimer la fonction ovarienne chez les femmes. Et il faut savoir que aussi les femmes qui dorment plus, il semblerait qu'elles aient des niveaux qui sont plus élevés de FSH, donc d'hormones folliculostimulantes, dont le rôle est de stimuler la croissance des follicules ovariens avant la libération de l'ovule.
Donc, vous voyez, en tout cas, le sommeil a un impact sur notre corps et donc sur notre fertilité également. C'est vrai que lorsque j'échange avec les personnes que j'accompagne, souvent le problème c'est l'endormissement. Il y a des personnes qui voilà, n'arrivent pas à se coucher tôt et il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'endormir. Donc c'est deux choses différentes. C'est vrai que si vous avez des mauvaises habitudes, c'est-à-dire d'aller vous coucher trop tard, là, ça sera en fait de vous fixer un objectif, une heure à laquelle vous voulez aller vous coucher et vous organiser en fonction de cela. Et de créer une routine autour de cette heure du coucher. Après, si c'est un problème d'endormissement, alors là, il y a quelques conseils que vous pouvez appliquer. Qui sont déjà d'éviter tous les stimulants après 16 heures, comme la caféine, la vitamine C, le guarana aussi, qui est parfois contenu dans certains compléments alimentaires. Également, ne pas faire de repas trop lourds le soir et à une heure qui soit trop proche celle du coucher. Donc, si vous allez avancer si vous voulez vous coucher vers 22h30, calculez que vous essayerez de ne pas dîner trop tard dans la mesure du possible. Préférez aussi une activité sportive, on en reparlera de l'activité sportive un peu plus tard, mais en tout cas privilégiez que ça se fasse plutôt dans la journée que le soir. Ne faites pas non plus des longues siestes dans la journée pour faire un petit temps de repos au calme, de courte durée si vous avez un coup de fatigue. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup encore de personnes qui ont le temps de faire des siestes prolongées en journée par les week-ends, mais voilà, en tout cas, il faut faire attention à ça. Et aussi, c'est vrai qu'il faut s'écouter. Quand vous sentez la fatigue venir le soir, même s'il est tôt, n'hésitez pas à attraper le train du sommeil, comme on dit. Si vous sentez que vous bâillez, que vous avez une baisse d'attention, sautez sur l'occasion et puis allez vous coucher, parce que c'est vrai que parfois lorsqu'on attend, l'envie de dormir passe et puis c'est là qu'on va se coucher trop tard ou qu'on n'arrive plus à s'endormir correctement. Et enfin, dans un cas, donc des personnes qui vont se coucher tôt, qui essayent de se coucher tôt, puis finalement qui se terminent par dormir tard ou qui n'arrivent pas à s'endormir, il est recommandé d'éviter des écrans de télé, de portable en fait, qui maintiennent en éveil. Et vous pouvez essayer de privilégier un livre. Si vous êtes comme moi, au bout de 2-3 pages, je m'endors, alors que je peux rester éveillée des heures si je regarde la télé ou si je scrolle sur mon téléphone, sur Instagram. Donc voilà, il faut pas hésiter à changer ces petites habitudes et vous allez voir que vous pourrez améliorer votre sommeil. Mon troisième conseil, c'est sur l'activité physique. Il faut savoir que l'activité physique, elle peut avoir un impact positif sur les taux de grossesse. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une activité qui soit très intense, mais par exemple, la marche quotidienne va être une très bonne option. Une trentaine de minutes de marche rapide par jour, c'est parfait. Ça vaut le coup parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes et tous, mais on est quand même de plus en plus sédentaires. Il y a de nombreuses personnes qui ont un travail et qui doivent être assises toute la journée devant un ordinateur, et ça, c'est notre ennemi. Donc, si vous avez la possibilité d'intégrer ces 30 minutes de marche par jour, parfois, si vous prenez le bus, c'est de prendre votre bus un arrêt plus loin ou descendre 3 arrêts avant pour aller à votre travail. Voilà, c'est toujours pareil. En fait, c'est une question aussi d'organisation. D'accord? Donc, voilà, peut-être prévoir un peu plus de temps, mais ça vous permet et gratuitement en plus, d'intégrer une activité physique dans votre journée. Évidemment, si vous allez à la salle de sport, c'est parfait. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention. L'activité physique très intense, donc là, on va parler quand même de sport de haut niveau, peut réduire la fertilité. Vous avez une pratique sportive raisonnable, il n'y a pas de souci, d'accord? Mon quatrième conseil, ça va être assez rapide, mais c'est important de le rappeler, c'est d'éradiquer le tabac. Chez les hommes, chez les femmes, le tabac, c'est mauvais. Et avant la conception, ça réduit la qualité ovocytaire des spermatozoïdes. Et pour la grossesse, évidemment, par la suite, il vous sera largement recommandé, fortement conseillé d'arrêter le tabac. Donc, c'est le moment jamais.
Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner pour cela, les tabacologues, des hypnothérapeutes, des coachs, voilà, pour vous aider dans l'arrêt en fait de cette addiction. Ensuite, mon 5e conseil, c'est de s'intéresser aux perturbateurs endocriniens. Alors, pour rappel, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui va altérer les fonctions du système hormonal et en fait induit en conséquence des effets qui sont nocifs sur la santé des hommes, des femmes. Et en fait, ces substances et ces mélanges de substances vont imiter l'action en fait des hormones naturelles qui sont fabriquées chez l'homme ou chez la femme pour que les organes fonctionnent bien, d'accord, les organes reproducteurs, mais elles vont bloquer aussi l'action de ces hormones et la modifier. Donc il faut faire attention à ces perturbateurs endocriniens puisqu'ils peuvent avoir un impact sur votre fertilité. Il y a plusieurs modes de contamination qui peuvent se faire. Donc il y a 3 manières principales. Il y a ce que l'on va inhaler, il y a ce qu'on va absorber, d'accord, donc soit en mangeant, soit à travers la peau. Et aussi, ça se passe entre la mère et l'enfant. Donc ça, c'est d'ailleurs une information qui est intéressante aussi pour la suite, puisque ce que vous consommez aura un impact sur votre bébé lors de votre grossesse. La contamination peut se faire donc par le cordon ombilical. Par absorption, on entend par exemple donc, la contamination à travers des plats industriels parce que ils contiennent plus de conservateurs et aussi souvent ce sont des contenants qui sont en plastique et donc il y a des composants qui sont toxiques dedans et qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça aussi que ça rejoint en fait mes conseils par rapport à l'alimentation, c'est quand on peut, on essaye de cuisiner au maximum soi-même et d'éviter tout ce qui est plat préparé. Donc double intérêt. Et puis ensuite, donc, par la peau, c'est tout ce qui concerne les crèmes et les cosmétiques. D'accord? Donc ça, il y a des applications qui existent qui permettent d'évaluer en fait les produits. Vous scannez le code barre et ça permet de voir les composants, en tout cas les perturbateurs endocriniens, s'il y en a beaucoup ou pas. C'est vrai que essayons, en général, les produits qui sont dits bio sont censés être plus adaptés en tout cas, mais voilà, il y a des applications qui permettent de regarder tout cela et intéressez-vous à ce que vous utilisez vous au quotidien en fait comme produit pour faire un point et peut-être réduire un petit peu la quantité de crème ou de cosmétiques que vous allez utiliser ou bien changer. On peut aussi être impacté par l'inhalation de parfums. Souvent, on n'y pense pas trop, mais tous les parfums d'ambiance ou les bougies, et bon, évidemment la pollution, contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, vont avoir un effet négatif. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser beaucoup de bougies ou de parfums d'ambiance à la maison, il faut peut-être voir s'il n'y a pas d'autres options plus naturelles pour limiter ces inhalations de perturbateurs endocriniens en fait. Ils sont cachés partout. Il faut aussi il faut faire un petit peu un bilan de tous ces perturbateurs. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y en a un peu partout, mais c'est le bon moment en tout cas pour refaire un point. Alors vous mettez pas non plus la pression parce que c'est difficile de tout éliminer, mais au moins si vous pouvez observer tout ça et les limiter, ça sera déjà une belle avancée. Et là, je vous ai donné vraiment 5 conseils pour soutenir votre fertilité. Et si déjà vous arrivez à mettre tout ça en place, petit à petit, sans se mettre la pression, mais ça permettra de soutenir votre fertilité. Moi, en tant que coach aussi, je vois un intérêt à cela, c'est que lors du parcours, lors des essais bébés, souvent on a envie de faire des choses, de mettre en place des choses pour améliorer, d'être actrice, acteur
de ces essais bébés. Et c'est vrai que tout ça, c'est des points sur lesquels vous pouvez agir. Sur ce qui se passe au laboratoire, si vous êtes en PMA, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ça, il faut laisser le job aux biologistes et aux médecins. Mais toutes ces choses-là, vous avez le pouvoir en fait d'améliorer ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes ces petites choses en place parce que c'est des petits plus qui vous aideront peut-être à arriver jusqu'à bébé et plus rapidement que vous ne le pensez. Et maintenant, je vais vous donner des conseils plutôt sur comment mieux vivre vos essais bébés. D'accord, ça c'était des conseils pour améliorer votre fertilité. Donc maintenant, mon 6e conseil va concerner plutôt votre bien-être mental. On sait que lorsque la venue de bébé se fait attendre, bon, ça va devenir le sujet principal et c'est normal. D'accord, c'est une évidence. Mais mon conseil, ça va être de ne pas oublier votre vie en dehors de la PMA. Je sais que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, que vos essais bébés ou la PMA peuvent devenir une obsession et que vous vous investissez à 200% dans vos essais bébés. Le problème, c'est que parfois, ça va prendre quelques mois et pour certaines, plusieurs années. C'est la réalité. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour vous toutes et vous tous. Mais on sait quand on commence les essais bébés et voilà, on ne sait pas quand bébé va arriver. Donc, pour vous, c'est vraiment important de garder votre équilibre et votre bien-être et de ne pas abandonner en fait, négliger tous les autres domaines de votre vie comme les loisirs, les relations avec vos amis, voilà, tous vos centres d'intérêt, de ne pas tout laisser tomber et de continuer aussi à faire des choses. J'ai un exemple en tête qui est le plus courant, et je suis sûre que vous êtes concernés pour certaines et certains d'entre vous. Le plus courant, c'est de ne pas programmer de vacances en se disant si jamais le protocole termine à ce moment-là, si jamais je suis enceinte, si jamais... un autre exemple, c'est de changer de job parce que souvent vous vous empêchez en fait d'avancer vers une évolution professionnelle ou une autre voie professionnelle parce que vous dites si jamais elle tombe enceinte ou ça va être mal vu ou je suis pas capable de me concentrer là-dessus en ce moment ou etc. En France, il y a des lois qui vous aident en matière de PMA, qui ne sont pas encore parfaites, hein, j'en ai bien conscience, mais vous ne savez pas finalement, comme je vous disais avant, si ça va prendre quelques mois, quelques années. Donc finalement, avancez dans vos projets, ne vous mettez pas de frein, parce que y a tellement de choses sur lesquelles vous allez bloquer, que vous allez laisser de côté, en vous disant et si, et si, et si. Et malheureusement, au bout d'un moment, ça va impacter. Ça va vous impacter parce que si vous faites une tentative et que cette tentative, malheureusement, n'aboutit pas comme vous l'auriez voulu, que vous n'avez pas d'autre chose qui vous rééquilibre à côté, mentalement, psychologiquement, ça va être quand même compliqué pour vous. Donc voilà, ça va être des choses à mettre en place. C'est vrai que souvent on se pose des limites sur certaines choses et c'est pas toujours facile d'en avoir conscience. C'est vrai que lors de mes accompagnements, c'est des choses sur lesquelles on travaille ensemble pour vraiment garder cet équilibre et vous sentir mieux. Ça va pas vous empêcher d'avoir des moments où émotionnellement ça va être plus compliqué pour vous parce que la tentative n'a pas abouti, par exemple, mais ça va vous permettre de repartir et continuer et justement de ne pas accumuler
tout ça et d'avoir d'autres choses aussi autour qui vous permettent de continuer d'avancer. Et c'est quand même important de aussi rester connecté à son quotidien, à l'ici, ici maintenant, et essayer de pas toujours faire des plans, des et si ça se passe comme ça. De toute façon, clairement, ça se passera jamais comme on a imaginé. Donc, simplement continuez à vivre, en fait. Continuez à vivre, faites des choses. Effectivement, il y a une charge mentale autour des essais bébés, du parcours de PMA, mais c'est possible de le faire. Il y a des femmes, des couples qui le gèrent plus ou moins bien. Si vous sentez que c'est difficile, n'hésitez pas à en parler parce que franchement, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et vous verrez, une fois que tout est organisé, tout est équilibré, vous vous sentirez beaucoup mieux. Mon 7e conseil, c'est d'en parler, car en parler, ça libère. On va essayer d'identifier une ou plusieurs personnes avec qui on se sent à l'aise de parler des essais bébés, des difficultés rencontrées, du parcours de PMA, ce qui se passe pour vous, ce que vous ressentez. Parfois, ce ne sont pas les personnes les plus proches de vous qui vont être les meilleures oreilles, en tout cas pour vous écouter, mais des personnes finalement de votre entourage qui sont bienveillantes, empathiques, pas... Parfois, j'en discute pendant souvent c'est avec des femmes en séance qui me disent que par exemple leur meilleure amie ne comprend pas du tout leur parcours, parce qu'elles ont eu peut-être très facilement des enfants ou que c'est pas forcément un thème qui les intéresse, donc du coup qui sont parfois des personnes qui ont tendance à donner beaucoup de conseils, et quand on est en essai bébé, on n'a pas envie de recevoir des conseils comme arrêter d'y penser, lâcher prise, etc. Donc c'est vrai que si on a des super amis qui ont tendance à être un peu comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué à gérer. Donc il peut y avoir en tout cas des personnes dans votre entourage qui soient pas forcément dans cette envie toujours de donner des conseils, mais qui vont être une bonne oreille. Évidemment, sur les réseaux sociaux aussi, vous le voyez bien sur Instagram, où il y a une grosse communauté aussi, donc ça peut être intéressant d'échanger avec d'autres femmes. Il y a des groupes de parole, et puis si vous n'arrivez vraiment pas à trouver une personne qui vous écoute, dans votre entourage, que vous vous sentez quand même seul face à vos émotions, que vous en avez du mal peut-être à en discuter, si vous êtes en couple avec votre conjoint, votre conjointe, vous avez toujours cette option aussi de vous faire accompagner pour pouvoir échanger et justement de comprendre mieux vos émotions, tout ce qui se passe, et ce qui peut vous permettre de vous sentir mieux, de libérer toutes ces charges en fait que vous avez sur vos épaules. Clairement, dans les accompagnements, souvent on parle de la culpabilité, et nombreuses d'entre vous et parfois les hommes aussi, ont ce poids de la culpabilité parce qu'il y a une difficulté à concevoir. Et ça, c'est vrai que le fait d'en parler, le fait de mettre le doigt dessus, et le fait de modifier un peu les croyances qu'on a autour de ça, ça permet que vous vous sentiez mieux. Et c'est super important. Et enfin, mon 8e et dernier conseil, en fait, c'est si vous avez du mal à gérer vos essais bébés, tout le parcours, c'est de vous faire accompagner. C'est sûr que c'est pas toujours évident en fait de demander de l'aide, parce que parfois on comprend pas trop comment en fait on va pouvoir obtenir de l'aide dans ces bébés de manière concrète. On peut avoir l'impression qu'on sait bien tout gérer seul, etc. Mais le fait d'avoir une personne extérieure peut vous aider, peut vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, peut vous aider à mettre des choses en place pour améliorer votre fertilité, vous sentir mieux, et pour aborder les différentes étapes de vos essais bébés ou de vos parcours.
Il y a un grand nombre et de plus en plus de personnes qui accompagnent, qui sont spécialisées dans la fertilité, que ce soit en hypnose, en PNL, il y a des naturopathes, des personnes qui donnent des cours de yoga. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de spécialistes aussi qui peuvent vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner parce que l'idée ici, c'est que vous vous sentiez le mieux possible en attendant que bébé arrive. Voilà pour mes 8 conseils. J'espère que ceux-ci vous seront utiles et que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu et à me retrouver sur mon compte Instagram Lisa Journia Coaching pour échanger. À bientôt!